Bonjour, ici Marianne Bergeron pour 7RB. Je me trouve présentement en compagnie de André Villeneuve, député péquiste et élu de la circonscription de Berthier. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci de votre présence. Aujourd'hui, on va aborder quelques sujets par rapport aux actualités politiques qui ont eu lieu dernièrement. J'aimerais commencer avec notamment les événements qui ont frappé le Parti québécois, dont le départ de M. Pellado, ainsi que celui de M. Drainville. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Bien, d'abord, pour ce qui est de M. Pierre-Carl Pellado, on avait déjà abordé le sujet, effectivement, ici, à cette émission, et je disais que M. Pellado, dans le fond, écoutez, ça a été un tremblement de terre pour nous, en tout cas, au niveau du Parti québécois, c'est clair. Puis je pense que pour l'ensemble de la classe politique, c'est un tremblement de terre. Mais bon, M. Pellado est parti pour des raisons vraiment familiales. Et comme je disais à l'époque et je redis aujourd'hui, lorsqu'on part pour des raisons familiales, c'est la bonne décision à prendre. Et à ce moment-ci, même avec le recul, j'en viens toujours à la même conclusion. Il a pris la bonne décision. Par ailleurs, il est parti du Parti québécois. Il est parti comme chef du Parti québécois, mais il est encore là. Il est encore actif. D'ailleurs, on a vu hier, ça a été annoncé, M. Pellado va siéger sur l'Institut de recherche sur la souveraineté, donc un institut qui va travailler justement sur les éléments qui vont permettre éventuellement de pouvoir démontrer à quel point ce serait payant pour le Québec d'être souverain. Donc, il va siéger sur le conseil d'administration. Alors, il n'est pas très loin. Il est parti, mais il n'est pas très loin. Quant à Bernard, effectivement, Bernard, c'est un gros joueur qu'on vient de perdre, on va se le dire. Si on veut faire une analogie avec le hockey, on vient de perdre le joueur de centre. C'est un très bon joueur, Bernard. Alors, écoutez, Bernard, moi, j'ai compris les raisons pour lesquelles il quitte. Entre autres, lorsqu'il nous a dit, moi, ça m'a frappé l'image qu'il disait, à un moment donné, Bernard, il disait, lorsque votre réservoir d'essence est à moitié vide, est-ce que vous attendez pour partir qu'il soit vide complètement ou si vous partez un peu avant? Bernard a beaucoup donné à la politique et moi, je le remercie beaucoup pour ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup et il va continuer à le faire beaucoup aussi parce que comme Pierre-Carl, il n'est pas très loin non plus. Alors, on sait que Bernard va travailler dans une radio de Québec. Et vous savez, à Québec, dans la ville de Québec, les radios ont tendance un petit peu à être très à droite. Alors, Bernard va permettre justement de ramener l'aiguille un peu plus vers le centre. Atteindre un équilibre. Oui, absolument. Alors, non, c'est une bonne nouvelle en soi. C'est sûr que c'est un gros joueur. Mais bon, on a quand même beaucoup de profondeur au Parti québécois. On n'est pas inquiet. On s'ajuste en fonction de cela. Mais effectivement, là, on perd un chic type. Mais on sait qu'il est toujours pas très loin. Alors, on leur souhaite une bonne continuation. Tout à fait. Ensuite, dernièrement, vous avez annoncé votre appui à Véronique Yvon. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ses projets, de sa vision, de sa course? Bien, d'abord, vous dire pourquoi j'ai appuyé Véronique. Je pense que c'est important que les gens le sachent. En tout cas, c'est mon appréciation. Les gens feront leur propre appréciation par rapport aux 5 candidats qui sont présentement dans la course à la chefferie du Parti québécois. J'ai appuyé Véronique Yvon parce que, d'abord, Véronique Yvon, elle est dotée, et ça pourrait s'appliquer aussi à l'ensemble des gens qui sont dans la course présentement, mais elle est dotée d'une belle intelligence. Et elle a une capacité d'analyse, elle a une capacité de prendre des problèmes très complexes et d'en faire une analyse rapide pour justement être en mesure de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à des sujets ou des problèmes qui pourraient se poser ou par rapport à des projets intéressants aussi qui pourraient se poser. Ce pas toujours des problèmes, vous savez qu'on gère en politique, on gère parfois de beaux projets, et c'est tant mieux. Mais je vous dirais, ce qui distingue Véronique, à mon avis, ce qui distingue Véronique d'autres personnes qui sont dans la course actuellement, c'est sa maturité politique. Véronique, elle a une belle maturité politique et ça la distingue des autres en ce sens-là. Et elle a aussi, on va se le dire, un certain charisme. Et c'est une personne qui est très rigoureuse. Donc, moi, je considère, elle est rassembleuse aussi. Donc, moi, je pense que, selon mon échelle d'appréciation, c'était la personne à appuyer et c'est la personne que j'appuie fortement. Et on travaille très fort ensemble avec d'autres collègues qui ont appuyé Véronique, justement, pour on espère que les militants, les militantes, le 7 octobre prochain, voteront massivement pour Véronique pour qu'elle soit notre chef là, pour la suite des choses jusqu'à l'élection 2018. Elle a d'ailleurs annoncé qu'elle voulait faire une campagne verte.
par rapport à Tout à ça? fait, exactement. Donc, campagne verte, vous savez, le Parti québécois a des valeurs très profondes quant à la protection de l'environnement. Mhm. Et donc, Véronique a annoncé que effectivement, et on est tous, en tout cas pour ma part, je suis totalement, mais totalement en accord avec ça. Il faut non pas tourner le dos au pétrole, mais à tout le moins ne pas essayer d'en extraire davantage. Le pétrole, autant a été l'énergie des 100 dernières années, autant maintenant on doit cesser de l'utiliser le plus possible. On doit se diriger vers une économie verte. Et c'est ce qu'il faut faire. Et une économie verte, bien, c'est l'emploi, ce sont les emplois du futur. Et c'est ça l'avenir. Alors, il faut cesser d'aller tenter de sortir du pétrole de sous terre. Là. Laissons-le là. Hein, les générations futures, là, ils verront s'ils en ont besoin un jour. Là. Mais laissons le pétrole sous terre, le gaz naturel aussi, et tournons-nous définitivement vers les énergies vertes. Et ce que Véronique a annoncé aussi, c'est que dans cette position-là que nous prenons pour la course à la chefferie et pour éventuellement, lorsque nous saurons que Véronique sera chef du Parti québécois, c'est que ça comprend aussi Anticosti. On ne touche pas Anticosti, on laisse le pétrole sous terre et on se tourne résolument vers les énergies vertes, l'éolien, le solaire, le thermique. Écoutez, ça peut être la biomasse. Et on a tout ce qu'il faut au Québec. On a l'hydroélectricité. C'est fantastique, c'est merveilleux. Alors, vivement que nous roulions le plus rapidement possible en véhicules électriques, donc, et qu'on se tourne davantage vers des énergies qui ne produisent pas de gaz à effet de serre. Alors, ça, c'est clair, c'est de la part de Véronique. Je pense que c'est une démonstration claire du tournant que la population nous demande de faire. La population demande au monde politique, faites ce tournant-là, faites ce geste-là important pour l'avenir de la planète, puis l'avenir. La planète, elle va survivre sans nous, hein. Mais c'est beaucoup plus pour l'avenir de nos jeunes, hein, ou de nos enfants, de nos petits-enfants, pour les générations futures. Faisons-le. Je crois notamment que cette nouvelle perception verte, ça va attirer aussi plus l'attention des jeunes parce qu'on sait que la nouvelle génération a de la difficulté souvent à aller voter, à trouver un bon parti à qui choisir. Puis, et je crois que ça pourrait peut-être aider. Mais on le fait, vous avez raison de préciser que les jeunes sont très sensibles à l'environnement, Oui. et c'est une bonne nouvelle, mais on le fait pas nécessairement pour aller chercher des votes chez les jeunes, mais on le fait, je pense, j'en suis convaincu, par des valeurs qui nous animent, par cette certitude, c'est une certitude que ce geste-là, on doit le poser. C'est très clair dans mon esprit, on doit se tourner vers les énergies vertes, et c'est une décision qui, vous savez, la rencontre qu'il y a eu à Paris avant Noël, Oui, c'est la COP21. la COP21, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que autant de pays signent une déclaration commune. C'est quand même un geste fort et il faut maintenant poser d'autres gestes qui vont nous amener justement à décarboniser l'économie. Parfait, merci. En parlant d'environnement, j'aimerais passer au deuxième sujet qui est l'accaparement des terres agricoles. Oui. Je sais que vous avez posé votre projet de loi 599, c'est bien ça? Oui. Est-ce que vous pourriez un peu expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'il s'agit exactement de ce projet de loi-là? Bon, d'abord, je commencerai à vous dire pourquoi. Pourquoi avoir Oui. déposé le projet de loi 599? Bien, écoutez, on a répertorié sur le territoire du Québec un peu plus de 12 fonds d'investissement privés. Donc, des fonds d'investissement privés, qu'est-ce que ça fait? Bien, en général, ça investit dans divers domaines de l'économie et ça investit pour, ultimement, faire des profits puis verser des dividendes, hein, aux actionnaires. C'est ça, un fonds d'investissement privé. En général, c'est rare qu'ils vont là pour perdre de l'argent ou pour une cause noble. Ils vont là parce qu'il y a de l'argent à faire. Et donc, on sait que présentement, depuis les 20 dernières années, autant au Québec que sur la planète, les terres agricoles montent en flèche quant à leur valeur. Il y a vraiment une hausse phénoménale de la valeur du prix des terres agricoles. Pourquoi? Parce que les terres agricoles, c'est ce qui nourrit le monde. Et la démographie internationale, la démographie planétaire, si on peut le dire comme ça, est en augmentation constante. Et les terres agricoles, elles sont en baisse constante. Donc, il va y avoir à un moment donné un problème au niveau du nombre de terres disponibles versus la population mondiale. Et ça, là, les gens d'affaires, certaines personnes voient là vraiment une opportunité d'investissement. Alors, le projet de loi 599, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient d'une certaine façon interdire aux fonds d'investissement privés d'acheter des terres agricoles.
Ce qu'on dit dans le projet de loi 599, c'est que les terres agricoles doivent être utilisées pour nourrir le monde, doivent être utilisées par les agriculteurs et doivent aussi servir à assurer la relève agricole. Parce qu'on le sait, un des défis importants de la relève agricole, c'est d'être capable de devenir propriétaire d'une terre agricole à cause que les prix sont très élevés. Donc, le projet de loi 599, essentiellement, ce qu'il dit, c'est que si vous voulez acquérir une terre agricole, vous devez être un agriculteur. Alors là, et ça, le Québec n'est pas le seul à bouger, là. Bouger, le Québec. Le Parti québécois le propose. Maintenant, le gouvernement n'est pas intéressé avec notre projet de loi. Malheureusement, on prend du retard et on laisse encore une fois des fonds d'investissement privés s'accaparer les terres au Québec, ce qu'on appelle la financiarisation des terres agricoles. Mais il y a des États à travers le monde qui bougent présentement pour justement empêcher ce phénomène-là de l'accaparement des terres par des fonds d'investissement privés. Alors, on espère que le gouvernement libéral va apprécier à sa juste valeur notre projet de loi. On reviendra assurément à l'automne pour le questionner à ce sujet, parce que nous, on considère qu'il faut bouger. Puis je pense que le monde agricole considère aussi qu'il faut bouger dans ce dossier-là. Parfait, merci. Chers téléspectateurs, nous allons prendre une courte pause. Nous allons vous revenir dans quelques minutes. Bonjour, ici Marie-Soleil Michon. Vous regardez CTRB TV. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes de retour en compagnie d'André Villeneuve, député péquiste de la circonscription de Berthier. Prochain sujet. J'aimerais vous parler des coupures du ministère de l'Agriculture. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Bien, écoutez, d'abord, l'agriculture, c'est un pilier, c'est un des piliers économiques du Québec. C'est phénoménal, hein? C'est des milliards de dollars dans le PIB, c'est des centaines de milliers d'emplois. Ah, c'est pas rien, là. Des fois, on l'oublie, ça. Mais il faut le dire et le redire, c'est vraiment un pilier économique important. Et on sait que ça fait 3 budgets que le gouvernement libéral dépose. Et dans le premier budget, ils ont coupé 113 millions. Dans le deuxième budget, ils ont coupé 151 millions. Et dans le troisième budget, ils ont coupé 161 millions. Bien sûr, ces 113 millions, il ne faut pas les additionner. OK, par année. Mais sur une période de 3 ans, on peut les additionner, ce qui nous donne quelque chose comme 425 millions de coupures. 425 millions d'argent qui n'aura pas servi justement à pouvoir aider notre monde agricole, soit à améliorer leur production au champ, soit à améliorer leur gestion avec des systèmes informatiques plus performants, soit à les aider à développer des nouvelles innovations, des nouvelles technologies, faire de la recherche. Vous savez, il ne faut pas voir l'agriculture comme étant... Il ne faut pas voir, encore là, le gouvernement, là, ce que lui rapporte l'agriculture versus ce qu'il met en argent dans une année, là, c'est deux mondes. Ce que rapporte l'agriculture au gouvernement est beaucoup plus important que ce que le gouvernement redonne à l'agriculture. Alors, il ne faut pas voir l'agriculture, encore une fois, voir l'argent du gouvernement comme étant une dépense. Ce n'est pas une dépense parce que l'agriculture lui rapporte plus. Et plus l'agriculture sera performante, plus elle rapportera au gouvernement. Et là, il ne faut pas oublier non plus qu'on s'en va vers des ouvertures de marché à l'international encore plus grands, qu'on pense au partenariat transpacifique, qu'on pense à l'entente globale avec l'Europe. Donc, on va s'ouvrir sur un marché de plus de 1,5 milliard de consommateurs. Alors, le Québec, on le sait, on n'est pas nombreux, on est 8 millions et on est condamné à exporter. Dû le peu de gens qu'on est au Québec. On est condamné à exporter. Et si on veut être capable, justement, de compétitionner avec les pays à travers le monde pour la suite des choses, bien, il faut innover, il faut faire de la recherche, il faut faire du développement. Et ce n'est pas en coupant, comme le gouvernement le fait présentement, 3 années de suite, qu'on va aider notre cause à ce niveau-là. Merci. On va rester un peu dans le même sujet. J'aimerais passer maintenant à un sujet qui touche beaucoup les agriculteurs d'ici, le lait diafiltré. Je sais que le gouvernement, en ce moment, actuellement, il ne bouge pas trop à ce sujet-là. On dirait qu'il n'est pas trop sûr de ce qu'il faudrait qu'il fasse. Est-ce que vous pourriez nous en parler, de votre point de vue? Bien, regardez bien. D'abord, quand on dit le gouvernement, il y a deux gouvernements. Il y a le fédéral et le provincial. Présentement, ce que M. Paradis, ministre de l'Agriculture au Québec, nous dit, « Ah, ça, c'est le fédéral. Moi, je ne peux pas rien faire. » J'y reviendrai là-dessus, sur le fait qu'il ne peut pas rien faire parce que c'est pas vrai. Il peut faire quelque chose. Mais bon, alors là, c'est le problème, il se situe au niveau fédéral. Et le problème du lait diafiltré, c'est que ce lait-là a été, cette technologie-là, du lait diafiltré, a été développée aux États-Unis. Et vous savez quoi? Aux États-Unis, là, ils n'utilisent même pas le lait diafiltré. Ils ont mis au point une technologie qui permet de passer les douanes sans payer de frais de douane.
Donc, c'est juste ça, là. C'est un tour de passe-passe. Puis c'est payant pour eux autres, parce que là, c'est des centaines de camions qui rentrent au Canada, notamment au Québec, avec ce lait diafiltré-là. Et ce lait diafiltré-là coûte moins cher à l'industrie qui produit le fromage, notamment, etc., ou d'autres produits avec lesquels ils ont besoin pour faire ces produits-là, ils ont besoin de lait, donc du lait, entre autres, diafiltré. Il coûte moins cher. Mais il n'y a pas personne qui a vu sur les étagères du Québec, là, dans les Provigo de ce monde ou les métros, je vais toutes les nommer pour ne pas les oublier, Provigo, Métro, IGA, etc. Là. Il n'y a personne qui a vu dans les marchés d'alimentation des baisses de prix. Donc, l'industrie, présentement, est en train de faire beaucoup d'argent sur le dos du consommateur et sur le dos des agriculteurs. Donc, le problème est à Ottawa. Ottawa, tout ce qu'il y a à faire, c'est de mettre sa réglementation en application. Il existe une réglementation, de la mettre en place, de s'assurer qu'elle est respectée dans le fond. Et ça va être fini là, ça va s'arrêter là, tout simplement. Et ce lait-là ne rentrera plus au Canada, au Québec. Maintenant, pour revenir à M. Paradis qui dit que le problème, c'est à Ottawa, il faut que ça se règle à Ottawa. C'est vrai, pour les raisons que je viens de vous donner, mais c'est pas vrai que Québec ne peut rien faire. Moi, j'ai demandé à M. Paradis de mettre en place une vigie pour s'assurer que nos agriculteurs, présentement, les producteurs laitiers du Québec, là, hein, il y a des producteurs présentement de plusieurs générations qui sont en sérieuse difficulté financière. Et tantôt, je vous parlais des fonds d'investissement privés, hein, qui veulent acheter des terres agricoles. Bien, eux autres, là, ils regardent, ils survolent ça. Je ne veux pas dire le mot vautour, là, mais ils regardent, puis dès qu'ils vont voir un agriculteur qui va être en difficulté, bien, c'est clair que ces fonds d'investissement-là vont s'activer et vont tenter d'acheter ces terres-là et ces fermes-là. Donc, moi, j'ai demandé à Paradis, M. Paradis, vu que vous avez coupé 425 millions depuis 3 budgets, là, depuis 2 ans, là, vous avez coupé 425 millions, il n'y aurait pas moyen, en quelque part, de faire une vigie pour s'assurer que les agriculteurs qui, présentement, ont des problèmes financiers à cause du lait diafiltré qui entre, est-ce qu'on ne peut pas les soutenir? Parce qu'on s'entend et on espère que c'est conjoncturel, que ça va se terminer un jour, qu'Ottawa va mettre ses culottes, va dire aux Américains, c'est fini, hein, vous allez respecter la réglementation, on va la faire appliquer comme il se doit, il n'y a plus de lait diafiltré qui va rentrer ici, et ça va soulager nos agriculteurs qui vont pouvoir maintenant avoir des revenus qu'ils n'ont plus depuis que le lait diafiltré rentre au Québec. Donc, Paradis peut bouger, peut faire des choses. Malheureusement, il n'y a pas de volonté politique de le faire. Et c'est triste parce que là, il y a vraiment des fermes qui sont fragilisées, des agriculteurs qui sont au bord du gouffre, comme on dit. Et le gouvernement du Québec, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de dire que c'est la faute à Ottawa. Oui, les dernières statistiques, c'était près de 20 000 que chaque ferme laitière perdait chaque année. Oui, ça peut être plus, moins, en moyenne, effectivement. Donc, c'est beaucoup d'argent. Oui. Et il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup qui ont investi depuis les dernières années pour justement moderniser leurs fermes. Et eux se retrouvent dans une situation où la colonne des revenus est touchée. Oui. Et là, ils ont les mêmes dépenses. C'est difficile pour eux. Et il y a aussi tout le fait que ça fait en sorte que d'autres n'investissent pas présentement. Alors ça, c'est des emplois qui ne sont pas créés au Québec. C'est des investissements qui ne sont pas faits au Québec parce que ces gens-là, ils voient que la situation, ils préfèrent attendre. Et c'est triste. C'est moins tentant pour la relève aussi de reprendre la ferme de leurs parents quand ils savent que... Effectivement, ça a des effets collatéraux importants sur la suite des choses. Parfait, merci. Et ensuite, on va passer dans complètement un autre sujet, le projet d'aérodrome à Saint-Cuthbert. On sait que ça soulève beaucoup de protestations au sein de la population. Tout à fait. Il y a une motion qui a été obtenue dernièrement. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui. Regardez bien, là, est-ce que c'est normal qu'au Québec, on n'ait pas notre mot à dire sur là, je vais vous nommer quelques exemples sur le pipeline Énergie-S, qui va traverser 700 km du territoire québécois et c'est plus de 80 en terres agricoles. Le Québec, semble-t-il, n'aurait pas un mot à dire. Est-ce que c'est normal que nous sommes, je pense, propriétaires de notre territoire, mais ce que je comprends, c'est qu'Ottawa, ce ne serait pas nous le propriétaire, nous serions que des locataires du territoire québécois, de notre propre sol. On ne serait que des locataires. Est-ce que c'est normal? Puis je pose la question aux gens, là. Est-ce que c'est normal qu'au Québec, là, on n'ait pas notre mot à dire sur qu'est-ce qu'on fait de notre territoire? Je vous parle du pipeline d'Énergie-S, 700 km, qui va faire vraiment une cicatrice sur tout le Québec, de 700 km de long. On n'aurait, semble-t-il, pas un mot à dire, selon Énergie-S, sur l'utilisation de notre territoire. Qu'on pense aux taux de télécommunications. Les taux de télécommunications, vous le savez, les gens le savent, dans les municipalités, ça amène beaucoup de controverses, parce que, encore là, semble-t-il que le Québec n'a pas un mot à dire sur l'endroit où on pourrait mettre des taux de télécommunications. Ça serait de juridiction fédérale. Est-ce qu'on est locataire de notre territoire ou si on est propriétaire?
propriétaires. Les corridors de train. Les corridors de train, c'est la même chose. Les corridors de train, parce que dès que vous traversez le Québec et que vous touchez à 2 provinces et plus, ça devient, semble-t-il, de juridiction fédérale. Moi, je pense que c'est pas normal. Je pense que c'est pas normal. Moi, si demain matin, j'ai quelques millions de dollars, ce qui n'est pas le cas, et si j'ai quelques millions de dollars, puis je décide de m'installer un aérodrome n'importe où sur le territoire du Québec, à part quelques endroits comme dans un centre-ville, là, on s'entend, là, mais n'importe où sur le territoire du Québec, bien, les élus, là, n'ont pas un mot à dire. Les élus du Québec, là, n'ont pas un mot à dire. Est-ce que c'est normal? Moi, je pense que la réponse est clairement non. Alors, la bataille, on la fait présentement avec les gens de Saint-Cuthbert, de Saint-Norbert, avec l'ensemble de la MRC de Daudré, qui ont voté, autant Saint-Cuthbert, Saint-Norbert et la MRC de Daudré ont voté des résolutions unanimes pour dire au gouvernement fédéral, c'est pas normal, on ne doit pas laisser un aérodrome s'installer impunément comme ça sur notre territoire, sans que les élus municipaux, les élus de la MRC puissent se prononcer sur un sujet comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors oui, effectivement, j'ai présenté un texte à l'Assemblée nationale juste avant la fin de la session pour demander à l'Assemblée nationale du Québec de bien vouloir voter, donc l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale de bien vouloir voter de façon unanime pour dire à Ottawa, ça n'a pas de sens, qu'on laisse la communauté de Saint-Cuthbert et les environs être partie prenante de comment on doit développer le territoire. Je pense que c'est la moindre des choses. Et le texte a été adopté à l'unanimité. Donc, c'est toute l'Assemblée nationale du Québec qui dit à Ottawa, là, ça n'a pas d'allure. Il faut prendre en considération, il faut respecter le choix que les gens de Saint-Cuthbert feront de comment ils développent leur territoire. Alors, c'est une bataille qui n'est pas terminée et j'invite les gens à se mobiliser, à continuer à se mobiliser. On ne doit pas laisser faire un tel projet. C'est carrément, c'est fou. C'est complètement fou. Et il faut rappeler que cette zone est sous zonage agricole, puis qu'il pourrait, pareil, construire sur Elle n'est cette pas en zone territoire. agricole. Pas exactement. Elle n'est pas en zone agricole, mais le projet est en contravention directe avec la réglementation municipale. Ah. Mais la zone agricole serait touchée de façon collatérale, indirectement, pour toutes sortes de raisons. Là. Mais ce n'est pas zoné vert comme tel, mais ça va à l'encontre de la réglementation de la municipalité, ça va à l'encontre des lois du Québec. Mais semble-t-il que Ottawa pourrait décider que c'est bien correct. Nous allons prendre une autre pause. Merci. Bonjour, mon nom est Marcel Sabourin. Vous regardez CTRB TV. Bonjour, nous allons maintenant aborder un autre sujet qui a été plutôt épineux dans les derniers mois. Je parle d'Uber et notamment de la modification à la dernière minute de la loi, c'est la loi 101 exactement, Oui. Qui a pris un peu la population par surprise. Bien, je ne sais pas comment les gens ont suivi ça, là. D'abord, on va s'entendre sur une chose, c'est que les nouvelles technologies, faut y faire face. Oui. Il faut y faire face parce qu'elles sont là, elles s'implantent d'elles-mêmes. Et maintenant, il faut tout concevoir, faut revoir notre façon sur le plan fiscal pour s'assurer que tout le monde, finalement, contribue à la société de façon le plus équitable possible. Donc, toujours tendre vers l'équité. Alors, ce qui est arrivé dans le cas d'Uber, c'est qu'Uber, c'est une multinationale qui est capitalisée à plus de 60 milliards de dollars. Alors, c'est une multinationale qui s'est implantée au Québec. Et on s'aperçoit que son implantation au Québec ne se fait pas de façon équitable par rapport notamment à payer ses taxes. On sait qu'à Uber, il y a un jugement de la Cour qui a été rendu. Uber a été condamné à payer ses taxes parce qu'elle opère au Québec présentement. Ouais. C'est une plateforme intéressante, puis je sais que c'est utilisé beaucoup, entre autres dans les grands centres urbains. Puis à travers le monde, Uber est pas mal présent, mais il y a des endroits où Uber a été chassé tout simplement par les gouvernements parce qu'ils ne voulaient pas payer sa part, être un bon citoyen corporatif, comme on dit, et payer sa part, finalement, d'impôts ou de taxes. Et c'est le cas au Québec présentement. Ils doivent un peu plus de 20 millions en taxes impayées. Selon les chiffres préliminaires qu'on a, c'est un peu plus de 20 millions. Et donc, ils ne payent pas. Et donc, c'est une entreprise voyou. Hein? Elle ne paie pas son dû. Il y a un jugement qui dit, vous devez payer, vous êtes astreint à payer vos taxes, et elle ne le fait pas. Et là, le projet de loi d'Uber, dans le fond, d'Uber, c'est quasiment ça. Le projet de loi du ministre Daou, dans le fond, c'est que le ministre Daou a fait 2 fois il est arrivé avec 2 projets de loi. Là, finalement, on arrive à un projet de loi où tout le monde est pas mal d'accord
Peut-être que Hubert n'était pas d'accord. C'est pas mal ça qui s'est passé. Mais il a présenté un projet de loi. On est allé en audition devant les gens, les groupes, et tout le monde était d'accord. On s'est mis donc à l'Assemblée nationale à le regarder, ce qu'on appelle, nous, l'étape étude article par article. Donc, de regarder le projet de loi qui semblait correct pour tout le monde. Ça allait bien. Ça allait bien jusqu'à la dernière minute où le ministre a déposé un amendement surprise. Et cet amendement-là est venu carrément changer totalement la portée du projet de loi. Parce qu'un des éléments importants du projet de loi, c'était de dire qu'il n'y aurait qu'une classe de chauffeurs de taxi, de permis de chauffeur de taxi. Il n'y aurait qu'une classe pour respecter les chauffeurs de taxi qui actuellement, eux, ont des contraintes importantes pour pouvoir opérer un taxi. Oui, hein? Ça leur prend une plaque T pour taxi, ça leur prend un permis de conduire spécial, ils paient des assurances particulières parce que c'est une entreprise. Donc, ils ont des restrictions, ils ont des contraintes particulières qui coûtent des sous pour pouvoir opérer un taxi. Et là, ce qui est arrivé, M. Daou, avec son amendement surprise, c'est qu'il est venu tout simplement pervertir le projet de loi, le contaminer complètement en disant, bien là, je me garde l'opportunité peut-être avec le projet pilote d'Uber d'avoir 2 classes de permis de conducteur. Alors le ministre a carrément trahi les gens du taxi à Montréal. Et ça, ma foi, c'est quoi cette histoire-là? Depuis quand un ministre peut revenir sur sa parole donnée? En plus, on est à l'étude article par article. C'est encore pire, je vous dirais, de la façon dont il a procédé. Et là, évidemment, c'est la consternation. Tout le monde était consterné. Et le ministre, on a eu beau, j'étais avec Martine Ouellette, justement, en commission parlementaire, on a eu beau tout essayer pour lui faire dire qu'il ne s'assoirait pas avec l'entreprise Uber tant qu'elle n'aurait pas payé ses taxes. C'est-tu le minimum qu'on peut demander, ça? Que l'entreprise paie ses taxes, M. le ministre. Est-ce que vous vous engagez à ne pas vous asseoir avec Uber pour un projet pilote tant et aussi longtemps que l'entreprise n'aura pas payé ses taxes? Il n'a jamais voulu nous le dire. Jamais. Ce qu'on comprend, c'est qu'il va s'asseoir quand même. Il est déjà assis avec Uber, là, en ce moment, là, et Uber n'a toujours pas payé ses taxes. C'est quand même assez hallucinant. On s'assoit avec une entreprise voyou et il y a un jugement de la Cour suprême qui dit qu'ils doivent payer leurs taxes. Le ministre, pas grave, il s'assoit avec des gens qui ne respectent pas les lois du Québec pour négocier un projet pilote qui, en soi, est un privilège que de faire ça. Minimalement, là, le ministre, là, le gouvernement, devrait s'assurer qu'Uber commence par payer ses impôts en retard, ses taxes en retard aux contribuables québécois qui, eux, paient leurs taxes, puis eux, paient leurs impôts. Donc voilà, c'est malheureux, c'est triste. Maintenant, on va le suivre de très, très, très près pour la suite des choses, c'est très clair. Alors, on a bien hâte de voir qu'est-ce que le ministre va nous pondre ce coup-ci là, comme projet pilote avec Uber, parce que les gens du taxi à Montréal sont très, très inquiets. Remarquez, puis je tiens à le dire, puis à le redire, on n'est pas contre les nouvelles technologies, mais on veut juste que les gens paient leur juste part, comme tous les Québécois se lèvent à tous les matins, vont travailler, puis paient leurs impôts, puis paient leurs taxes, font leur juste part pour qu'on puisse avoir une société, justement, plus égalitaire, une société où tout le monde travaille, justement, à la construire, cette société-là. Pas à aller envoyer de l'argent à une multinationale, là, qui est capitalisé à 60 milliards. Et regardez, ils n'ont de l'argent, eux autres, là. C'est du chantage, carrément. Et le gouvernement est tombé dans le panneau. Hein, c'est déplorable. Une juste équité pour tout le monde. Oui, tout à fait. Parfait. Ensuite, en fait, c'est un sujet assez d'actualité, je dirais. C'est sur la santé. On sait qu'il y a des nouvelles coupures qui ont encore été annoncées. Puis, disons que c'est pas tout le monde qui est d'accord. Bien, écoutez, moi, je vais me permettre là, de faire un petit peu une rétro... Je recule un peu dans le temps. Oui, là. En 2012, lorsque les gens nous ont confié justement de gérer le Québec là, au Parti québécois en 2012, donc à l'élection 2012, il y avait déjà, des années auparavant, il avait déjà été clairement établi que dans la Naudière, parce que je parlais de la Naudière, là, dans la Naudière, là, nous sommes en sous-financement de 40 millions. Ça, c'était en 2011, 2010. Donc, on est sous-financé par rapport à d'autres régions de moins 40 millions. Quand on parle d'équité, là, oui. Ça, c'est pas équitable. La Naudière, d'autant plus que la Naudière, on connaît un solde migratoire démographique important. Alors, on est la région qui connaît la plus grosse hausse en pourcentage de démographie au Québec, ce qui est quand même... C'est intéressant, parce que les gens aiment ça. Les gens aiment bien la Naudière, ils viennent s'établir chez nous. Donc, en 2011-2010, moins 40 millions. On prend le pouvoir en 2012 et le ministre Hébert, à l'époque, ministre de la Santé, a fait reculer ce moins 40 millions-là à moins 20 millions. On a donc réussi à corriger la situation
pour s'assurer que la Naudière se rapproche finalement de l'équité avec les autres régions du Québec. Et là, on a perdu le pouvoir, on le sait, en 2014. Et là, le nouveau gouvernement, avec le ministre Barrette, a fait augmenter à nouveau cette iniquité-là. Alors là, on est à combien? On est peut-être rendu à moins 35. On retourne en arrière, où la Naudière est toujours sous-financée, mais encore davantage sous-financée avec M. Barrette. Et là, M. Barrette, l'an passé, non seulement on est sous-financé dans la Naudière, mais il annonce que la Naudière doit faire sa part comme les autres régions du Québec. Il annonce des coupures de 13 millions l'an passé, alors qu'on est déjà sous-financé. Il nous annonce qu'on doit faire une part. Là, je ne la comprends pas, là. Enfin. Et là, il récidive. M. Barrette récidive cette année, et hier, on a vu l'annonce. Donc, la Naudière doit faire sa part encore de 6 millions cette année. Et le ministre Barrette nous dit « Ah, mais ça ne touchera pas au service. » Mais yo, M. le ministre, c'est parce que ça touche au service. Depuis déjà 10 ans, ça touche au service parce qu'on est sous-financé. Alors, venez pas me dire que ça ne touchera pas les patients, que ça ne touchera pas les gens qui se présentent aux urgences. Et d'ailleurs, vous savez, vous avez vu comme moi, le Québec a été classé comme étant le dernier en Occident en termes d'attente aux urgences. Oui. C'est quand même assez hallucinant. Et on vient nous dire que, et le ministre a le culot de nous dire, non, 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 dans la Naudière, il n'y a pas de problème, ça ne touchera pas au service aux patients, ça ne touchera pas à l'accès aux patients, aux services de santé. Parce qu'à un moment donné, là, je me dis, là, au moins s'il le fait, qu'il dise les conséquences réelles. On va arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Là. Il fait des coupures, ça touche aux patients, ça touche à l'accès aux services de santé, c'est très clair. Et c'est malheureux parce que, et là, on le voit, il y a une dérive présentement. Il y a une dérive depuis le gouvernement Couillard est là. Sous Charest a commencé. Couillard accélère, pèse sur l'accélérateur davantage. Il y a une dérive présentement. Le système de santé se dirige de plus en plus vers une privatisation du système de santé. Et ça va à l'encontre même de ce que la société, on se rappelle, ça date de loin, là, l'universalité des soins de santé au Québec. Là. Et là, on est en train de dire aux gens, si vous n'avez pas d'argent, bien, vous ne ferez pas, peut-être que vous n'aurez pas accès à des soins de santé, ou vous aurez peut-être accès à des soins de santé, mais peut-être d'abord moins rapidement, puis peut-être de moindre qualité. C'est ça la réalité, c'est ça vers lequel le gouvernement Couillard tend présentement. Et on peut-tu se dire une chose, là? Moi, je pense que comme société, là, comme civilisation, là, de pouvoir s'assurer de soigner notre monde, là, je pense que c'est la moindre des choses. Est-ce qu'on va laisser souffrir? Est-ce qu'on laisse souffrir des gens indûment? Est-ce que comme société, comme civilisation, on peut se permettre de faire ça? Moi, là, ma réponse, c'est non. On ne peut pas faire ça. Les gens doivent avoir accès à un service de santé de qualité, ce qui est le cas présentement. Puis je lève mon chapeau en passant aux infirmiers, aux infirmières, à tous les professionnels qui présentement tiennent le système de santé à bout de bras, autant dans la Naudière que dans tout le Québec. Je leur lève mon chapeau. Mais maintenant, il faut que le gouvernement là, cesse de nous faire croire que les coupures qu'il fait présentement en santé n'ont pas de répercussions sur l'accès aux services de santé, n'ont pas de répercussions sur la possibilité, justement, d'avoir les meilleurs soins. Il faut dire que les personnes travaillant dans le domaine de la santé, aujourd'hui, ont beaucoup de pression. Je pense aux infirmières, notamment, et infirmiers, qui doivent faire beaucoup avec peu. Et juste vous dire, on l'a vu ce matin, là, c'était annoncé ce matin, les médecins spécialistes ont eu plus d'1 milliard. 1 milliard de dollars en prime, 1 milliard de dollars en prime. Juste dire aux téléspectateurs, ceux qui nous écoutent, là, en 2008, là, les médecins, tout confondu au Québec, les médecins là, au Québec gagnaient là, comme masse salariale 2 milliards 900 millions. Et en 2016, donc 8 ans plus tard, cette masse salariale-là versée aux médecins va dépasser le 7 milliards. Là, à un moment donné, là, moi, je veux bien, je comprends que les médecins font un boulot difficile, un boulot aussi essentiel, mais là, à un moment donné, il va falloir qu'on lève le pied, là, et peut-être même qu'on mette le pied sur le frein un peu, là, et qu'on investisse aussi dans l'accès aux soins de santé. Il y a plus d'1 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille encore au Québec. Alors là, et moi, je suis outré, honnêtement, je suis outré de cela. Et je le dis, je le répète, l'éducation et les soins de santé au Québec, en 2012, lorsqu'on a été, les gens nous ont confié la gestion justement d'appareil gouvernemental, ces deux, autant au niveau de l'éducation qu'au niveau de la santé, nous avions pris l'engagement de protéger ces deux services-là essentiels. Et puis c'est même pas des... C'est plus qu'un service essentiel, dans le fond, j'irais même jusqu'à dire, et c'est un droit. C'est un droit auquel la population s'attend et c'est un droit qui est reconnu
Donc, que nos gens puissent pouvoir se faire soigner et que, évidemment, que l'éducation soit une priorité absolue en termes d'avenir pour le Québec. Merci beaucoup. Avant de passer à vos projets estivaux, on va prendre une courte pause. Salut tout le monde, ici Martin Deschamps et vous écoutez CTRB. Salut! Bonjour, nous voilà de retour avec André Villeneuve. Est-ce que vous pourriez nous parler, en conclusion, de vos activités planifiées pour la saison estivale? Bien, écoutez, moi, là, vers le 3 juillet, là, en principe, là, je tombe en vacances et puis ça ne sera pas compliqué comme activité. Ma maison a besoin de beaucoup d'amour, alors je vais faire des rénovations chez moi là, pendant les 15 jours là, qui s'en viennent. Tout est planifié. J'ai acheté mon matériel là, pour faire des rénovations importantes pour la maison. Alors, ce sera ça. Je ne dis pas que moi et mon épouse, on ne partira pas là, quelques jours quelque part, éventuellement, là, durant cette période-là. Mais pour le reste, je vous dirais que il y a beaucoup de travail à faire, mais il faut aussi prendre le temps de se ressourcer à un moment donné, prendre quelques instants à nous avec notre famille. Et puis c'est ce que je propose à tout le monde. Prenez du temps avec votre famille là, durant l'été. On sait que les hivers ne sont pas toujours faciles. Il fait froid. Et là, on a du beau temps, du super beau temps. Et puis j'en profite pour souhaiter une belle fête nationale à toutes les personnes qui nous écoutent. Amusez-vous bien, profitez-en bien. Fêtons le Québec. Soyons fiers de ce que nous sommes comme peuple. Je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, profitons bien de toute la période estivale qui nous permet de se ressourcer, entre autres. Merci. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici. Puis, j'aimerais vous souhaiter un bel été. Bien, merci. Et vous de même. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.